Bonjour Garance. Bonjour Nathalie. Alors Garance, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres? Avec plaisir Nathalie, commençons par un constat général que tout le monde connaît ici, mais qu'il est quand même bon de rappeler. C'est un problème encore aujourd'hui d'être une femme sur le marché du travail. Alors oui, les réformes se sont succédées, mais les chiffres restent implacables. Les femmes ne représentent que 36% des 3,5 millions de cadres. L'écart salarial entre les hommes et les femmes reste très élevé et ne se comble presque plus depuis 25 ans. Les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes. Autre point à avoir en tête, l'égalité femmes-hommes avançait déjà à pas de fourmi, désormais elle recule. La crise du Covid a retardé de plus d'une génération le temps nécessaire pour y parvenir et il faudra désormais au total 135 ans pour réduire l'écart entre les femmes et les hommes dans le monde sur le plan économique, politique, de la santé ou encore de l'éducation. Alors concernant le constat un peu plus spécifique pour la formation professionnelle, la place des femmes dans la formation est contrastée. En effet, les femmes vont démontrer une volonté claire de se former et par ailleurs, le taux d'accès global à la formation n'est pas si mal que ça. Mais pour autant, il y a de nombreuses inégalités masquées qui ont un impact bien évidemment direct sur la montée en compétences des femmes, mais aussi sur leur carrière et plus globalement, bien entendu, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors d'abord sur la volonté affichée, Nathalie, des femmes à se former, il faut savoir qu'il y a un nombre presque équivalent de femmes et d'hommes qui utilisent aujourd'hui leur CPF, le compte personnel de formation. 70% d'entre elles sont des bénéficiaires du conseil en évolution professionnelle et des bilans de compétences et elles sont 71% à se former, à vouloir se former dans les 5 ans contre 66% des hommes. Donc les femmes s'emparent des nouveaux outils de la formation professionnelle et bien entendu, c'est une excellente nouvelle. Concernant l'accès à la formation, globalement, les écarts ne sont pas si significatifs puisque le taux d'accès global, toutes données confondues, à la formation professionnelle des femmes est de 43% contre 45% pour les hommes. Merci beaucoup pour cette première partie avec des chiffres très révélateurs. Mais alors du coup, quelles sont ces fameuses inégalités masquées que vous évoquez ? Vous le savez Nathalie, le diable se cache dans les détails. Le taux moyen en effet d'accès à la formation entre les femmes et les hommes est à peu près peu significatif, mais en revanche, lorsque nous regardons de plus près les chiffres, les inégalités sont criantes. Il y a d'abord une inégalité d'accès pour une certaine catégorie de femmes, en l'occurrence les moins qualifiées d'entre elles, puisque 15 points séparent les taux d'accès à la formation entre les femmes et les hommes pour les employés et les ouvriers-ouvrières. Donc certes, l'écart n'est pas significatif, mais principalement pour les femmes et les hommes ayant un statut cadre, et il se creuse nettement pour les femmes moins qualifiées. Il y a aussi une inégalité d'accès aux principaux dispositifs de formation, puisque les femmes bénéficient moins aujourd'hui du plan des développements des compétences et des formations en alternance, et elles sont aussi plus présentes dans les TPE qui elles-mêmes forment moins que les grandes entreprises. Ensuite, en termes de volume horaire de formation, et pour le coup, cela concerne toutes les catégories socio-professionnelles confondues, les femmes peuvent espérer bénéficier de 12 heures de formation contre 20 heures pour les hommes. Et enfin, en termes de contenu de formation, les femmes accèdent moins aux formations qualifiantes et certifiantes, 13% des femmes versus 21% des hommes, alors que la création d'emplois qualifiés progresse, le diplôme étant plus que jamais un atout pour accéder à l'emploi. Donc en conclusion, derrière un taux d'accès global très proche entre les femmes et les hommes, il se cache de fortes inégalités en termes de volume, en termes de contenu, en termes d'efficacité des formations dispensées. Et d'après vous, Garance, pourquoi est-ce que ces inégalités sont-elles encore aussi présentes aujourd'hui ? Alors, il y a 4 éléments de réponse. La première, c'est la présence d'enfants, qui est un facteur essentiel d'inégalité d'accès à la formation. 3 ans après une naissance, elles vont être 19% à avoir suivi une formation contre 28% pour les pères. La taille de la famille va jouer également.
Plus elles ont d'enfants, moins les mères se forment après une naissance. Quant aux pères, eh bien, ils ne sont pas du tout impactés par le nombre d'enfants dans leur accès à la formation professionnelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les formations de longue durée, qui constituent la plus grande part des formations certifiantes, eh bien, et qui permettent évidemment l'évolution dans la carrière, eh bien, ce sont celles dans lesquelles beaucoup de femmes ont du mal à s'engager. La conciliation, vous vous en doutez, entre la vie professionnelle et la vie familiale les rend plus vulnérables, moins disponibles, elles partent moins souvent en formation et sont parallèlement moins sollicitées par les employeurs pour partir en formation. Et malheureusement, les inégalités continuent de se creuser lorsqu'il s'agit de formations hors temps de travail, car il est très difficile de se dégager le temps et les moyens nécessaires dans la mesure où les femmes continuent à effectuer 72% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Or, ce sont ces formations qui permettent d'augmenter leur employabilité et d'envisager une reconversion professionnelle, et ce, notamment pour les femmes qui, je le rappelle, pour la moitié d'entre elles, se concentrent dans seulement 12 familles professionnelles sur 87 familles, et que ces familles de métiers sont les moins rémunératrices. Et c'est aussi ces formations hors temps de travail qui leur permettraient de se réorienter, par exemple, vers des métiers plus porteurs, notamment dans les filières numériques, scientifiques ou techniques. Donc voilà le premier élément de réponse. Très clair, oui. Quant au deuxième élément de réponse, il s'agit du temps partiel. Le temps partiel est le deuxième facteur qui explique en partie ces inégalités. 30% des femmes sont à temps partiel contre 7% des hommes. Or, le taux d'accès à la formation continue des salariés à temps partiel est de 28% contre 38% pour les salariés à temps complet. Et de fait, ce n'est pas qu'une question de disponibilité, on pourrait penser ça, car seuls 6% des personnes interrogées déclarent avoir suivi une formation au cours des 3 derniers mois pour les temps partiels subis, contre 10% des salariés à temps partiel choisis. Donc les salariés à temps partiel subis accèdent clairement moins fréquemment à la formation. Et là, c'est un peu la double peine. La grande majorité des femmes, en effet, n'ont pas choisi d'être à temps partiel. Elles sont moins rémunérées et surtout, elles ont moins de chances de s'en sortir grâce à la formation. Et troisième et dernier élément de réponse, la présomption d'incompétence. Un tiers des femmes indiquent qu'elles se sont senties empêchées à un moment donné de suivre une formation. 24% des empêchements correspondent au fait de ne pas trouver de formation adaptée. En outre, pour 11% des personnes, le projet de formation a été contrarié par le manque de prérequis, proportion qui atteint 22% parmi les personnes en recherche d'emploi. On peut donc émettre l'hypothèse que le manque de confiance en soi, la peur de ne pas être à la hauteur, touche plus les femmes que les hommes. On va parler justement de ces enjeux, puisque on a les chiffres, c'est très important. Merci beaucoup d'ailleurs de nous avoir détaillé tous ces chiffres très, très révélateurs là encore. Mais l'enjeu, c'est vraiment de connaître l'impact direct que cette inégalité porte sur les femmes et puis aussi sur l'égalité homme-femme. Bien sûr, alors concernant les femmes elles-mêmes, il y a 2 impacts clairement identifiés de 2 ordres. Le premier, c'est la valorisation financière de la formation qui est moindre chez les femmes, puisque seuls 6% d'entre elles ont une augmentation de salaire après une formation contre 8% des hommes. Donc une fois parvenues à suivre une formation, les femmes en tirent moins de bénéfices. Le deuxième impact, ce sont l'impact sur les chances de promotion professionnelle après une formation, puisqu'elles sont diminuées pour les femmes par rapport aux hommes, 17% versus 10%, et ceci s'explique en partie par le type de formation choisie. Les femmes vont plus se diriger vers des formations obligatoires d'ordre réglementaire ou d'ordre professionnel que vers des formations qui permettraient une évolution de carrière, comme par exemple des formations en management. Concernant l'impact d'une meilleure égalité entre les femmes et les hommes, là je rappelle encore quelques évidences, mais 4 points essentiels sont à retenir. D'abord, c'est se mettre en conformité vis-à-vis de la loi, car l'égalité femmes-hommes est un fondement de notre Constitution, et les discriminations, il est bon de le rappeler, liées au sexe, sont considérées comme un délit et sont punies par la loi. Ensuite, c'est un levier pour stimuler la performance économique des entreprises.
plus de 57% des organisations affirment que les initiatives en faveur de la diversité de genre améliorent leurs résultats. Et 75% des entreprises attentives à la mixité dans les postes à responsabilité observent une augmentation de leurs bénéfices de 5 à 20%, ce qui est évidemment tout à fait significatif. Un autre exemple assez pragmatique, une démarche égalité conditionne aujourd'hui l'accès au marché public pour les entreprises de plus de 50 salariés. Mais finalement, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est également s'assurer d'attirer les talents, étant donné que 49% des femmes de 25 à 34 ans sont diplômées de l'enseignement supérieur, contre 38%, soit 10 points d'écart. Donc elles sont nettement plus diplômées aujourd'hui que les hommes. Et pourtant, la difficulté à recruter est le problème numéro 1 des entreprises. On vient de le voir d'ailleurs récemment avec les annonces du Premier ministre, et dans un contexte où 45% des projets d'embauche conduisent à une difficulté de recrutement. Et enfin, dernier point, c'est améliorer le bien-être au travail, puisqu'il y a une corrélation directe entre un environnement de travail où la parité va être respectée et de meilleures performances organisationnelles. Et on le sait, depuis la crise du Covid-19, pour 75% des actifs, l'équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle constitue une motivation suffisante pour changer d'employeur. Donc beaucoup de leviers pour pouvoir améliorer ces inégalités. Et vraiment, la formation professionnelle, quel rôle est-ce qu'elle peut avoir pour améliorer ces inégalités ? Alors le rôle de la formation professionnelle est bien entendu absolument crucial, car la formation continue, c'est une occasion unique de rattraper les inégalités qui se sont d'ores et déjà installées en formation initiale. Avant même l'entrée dans la vie professionnelle, les choix d'orientation des jeunes filles les portent vers des métiers et des nouveaux emplois moins rémunérateurs et évidemment plus choisis par les garçons. Les stéréotypes auxquels elles font face, ils vont ne faire que se renforcer tout au long de leur enfance et de leur scolarité, et ils vont conditionner leur choix d'orientation puisqu'elles s'orientent peu vers les métiers scientifiques et techniques où le chômage est moindre et les salaires plus élevés. Donc, étant donné que la carrière des femmes est souvent fortement limitée à leurs choix initiaux d'orientation, nous pouvons agir de deux manières. Non seulement d'abord veiller à leur proposer des formations, ça paraît évident, mais on va le voir que ça ne l'est pas, mais aussi les inciter à les accepter de manière plus ciblée. Alors je vais commencer sur le premier point. Donc il faut bien entendu s'assurer que les femmes aient le même niveau d'information que les hommes quant aux formations proposées. C'est bien en facilitant l'information auprès des femmes sur les formations qu'il faut agir. Et pour cela, les DRH, les dirigeants, les conseillers Pôle emploi, les conseillers en évolution professionnelle, les consultants en bilan de compétences, bref, toutes les personnes en contact avec les femmes dans les moments clés de leur carrière doivent être formées et sensibilisées à la manière dont elles vont transmettre l'information au sujet des formations professionnelles. Car aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, puisque 23% des femmes déclarent ne pas être informées sur les formations susceptibles de les intéresser, contre 16% des hommes. Et la différence, elle provient essentiellement de l'attitude de leur hiérarchie. 41% des hommes recevant principalement l'information sur les possibilités de formation, contre 35% des femmes. Le deuxième levier actionnable par notre écosystème est bien sûr de cibler l'information transmise auprès des femmes, puisque communiquer sur le choix des formations possibles, c'est bien, mais informer systématiquement les femmes des formations qui auront le plus d'impact sur leur carrière en termes d'augmentation de salaire, mais aussi de promotion, et plus globalement sur leur évolution professionnelle, évidemment, c'est encore mieux. Et il n'y a pas de bonne formation sans bonne orientation. Il n'y a pas de bonne orientation sans connaissance des milieux économiques et sans appréhension des évolutions des métiers. Et il n'y a pas de bonne orientation sans connaissance des freins spécifiques que les femmes rencontrent dans leur accès et dans leur utilisation de la formation. Donc là encore, il y a quatre axes assez facilement activables. D'abord, on peut sensibiliser les femmes sur l'obsolescence des compétences et des métiers afin qu'elles puissent anticiper et se former. On le sait, les salariés qui ne bénéficient pas de formation continue, 34% versus 22%, sont plus fragilisés par la rapidité à laquelle se renouvellent les compétences,
par l'innovation technologique, mais aussi la crise du Covid-19. Ensuite, c'est susciter des vocations vers des métiers qui sont non seulement en tension, mais pas que, qui offrent aussi un meilleur niveau de rémunération et une évolution professionnelle plus dynamique, en leur faisant par exemple découvrir des témoignages de femmes qui exercent ces métiers et qui parfois elles-mêmes ont réussi leur transition professionnelle. L'inspiration, c'est très important de voir que c'est possible. Exactement. Et en fait, un autre levier, c'est lever les freins psychologiques des femmes en leur permettant de prendre conscience des effets des stéréotypes qui peuvent freiner leur ambition, mais aussi en les accompagnant à dépasser les stéréotypes que la société leur envoie parfois de manière consciente et inconsciente. Et enfin, dernier point, il faut les accompagner dans l'écosystème. Il ne suffit pas de démontrer finalement quels sont les secteurs porteurs, il faut aussi leur montrer quelles sont les formations reconnues sur leur marché, les finalités des métiers concernés et les informer sur les entreprises qui recrutent dans la branche professionnelle concernée. Bref, nous devons pousser le curseur un peu plus loin et avoir une démarche véritablement volontariste au moment où tout se joue pour les femmes et que les choix qu'elles vont faire dans une situation subie ou choisie, lors d'un entretien professionnel, lors d'un entretien auprès de leur entreprise, lors d'un entretien avec un conseiller, conseillère Pôle emploi, ces choix sont des choix très structurants pour elles et le reste de leur carrière. Et la dernière clé, facilement activable, c'est faire en sorte que notre écosystème accélère la transition digitale de tous les acteurs de la formation professionnelle. En effet, un des principaux freins à la formation cité par 9% des femmes contre 5% des hommes est l'incompatibilité avec les responsabilités familiales et pour 6% des femmes contre 4% des hommes, l'éloignement du lieu de résidence. Or, l'accélération des formations en ligne, évidemment, sont un levier pour les femmes, leur permettant d'accéder à la formation au moment qui leur convient le mieux et sur une plage de temps plus importante. Donc cette souplesse, elle est bien entendu absolument essentielle et indispensable pour augmenter l'attractivité de la formation pour les femmes. Il était vraiment très important de faire ce point complet sur les chiffres qui sont surprenants. On est quand même surpris qu'en 2021, on en soit encore à ces chiffres-là. Donc bien sûr, il faut les mettre en lumière et surtout appuyer sur tous les leviers, les solutions qui peuvent réduire ces inégalités. Alors, merci beaucoup Garance. Et puisqu'il est temps de conclure ensemble, quel est le message principal qu'on doit retenir ? Alors le message principal, évidemment, ce sujet est un sujet dont nous devons nous saisir individuellement et collectivement. En effet, il y va là non seulement de la recherche de l'égalité, mais aussi de l'avenir économique du pays et de la réussite économique des entreprises. Selon France Stratégie, faire converger les taux d'emploi et d'accès aux postes élevés des personnes discriminées rapporterait 7% du PIB, soit environ 150 milliards d'euros, des gains économiques auxquels les femmes contribueraient à hauteur de 97%. Et lorsque les considérations d'égalité au sein de la société rejoignent les intérêts économiques du pays et des acteurs, bien entendu, de la formation professionnelle, il n'y a plus aucune raison de ne pas faire de la formation continue un vecteur majeur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, en effet, il n'y a plus aucune raison d'hésiter. Merci beaucoup, Garance Hiverneau. On a appris beaucoup de choses grâce à vous. Pour votre information, dans l'auditorium 2 à 11h25 se tient un pitch du groupe Business intitulé « Avec Business, qu'est-ce que la formation nouvelle génération ?» Je vous invite également à participer à des ateliers, à vous rendre dans le hall d'exposition. Nos 13 partenaires vous attendent. Tout le programme se trouve sur la barre d'outils à gauche de votre écran. N'hésitez pas à le consulter régulièrement. Et de notre côté, on se retrouve à 12h10 pour parler de l'expérimentation territoire zéro chômeur.